Voilà, bonsoir, bienvenue à la rencontre donc avec Éric Deschambault. Éric, c'est un plaisir là, toujours de pouvoir t'accueillir à AG Montréal pour une première conférence quand même avec plein de belles personnes qui sont vraisemblablement intéressées à en apprendre plus sur le leadership, la gestion d'équipe. Alors, je te cède la parole pour la suite de la rencontre. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, malgré le beau temps cette semaine. On a presque l'impression qu'on est déjà arrivé en été. Merci de passer la prochaine heure avec moi, avec nous. Moi, comme je disais avec Kim au début, quand on se parlait, ça fait très, très longtemps que je participe à des conférences dans la Gilles Montréal. Je pense même au début des années 2010, déjà, je venais dans les différentes conférences. Puis, j'ai vraiment trouvé que j'ai toujours trouvé que c'était une belle communauté où j'avais appris vraiment beaucoup de choses sur l'agilité dans ce temps-là. C'était pas encore aussi populaire. Puis, je suis vraiment content, tout ça pour dire, d'être là aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous un peu mon apprentissage. C'est pas quelque chose que je fais, comme je disais, dans la vie, donner des conférences. C'est pas quelque chose c'est ça, c'est une de mes premières, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir redonner à la communauté. Tout ça pour dire merci beaucoup à tout le monde d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui me passionne beaucoup depuis plusieurs années, c'est-à-dire toute la question du leadership, particulièrement dans un environnement et dans des équipes agiles. Vous allez voir que la conférence, j'aimerais que ça soit assez interactif. Je vais vous poser certaines questions, donc restez alerte. Vous allez pouvoir prendre la parole à certains moments, soit en prenant la parole ou en utilisant le chat. Puis je vais prendre aussi vos questions là, à différents moments durant la conférence. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va prendre certains moments pour y répondre durant la présentation. D'ailleurs, parlant de participation, je voulais déjà commencer avec une première question pour vous. Vous pouvez utiliser le chat. Selon vous, est-ce que vous savez ou c'est quoi votre intuition? Quel pourcentage des employés se considèrent comme engagés dans leur travail? Par engagés, on veut dire que les employés aiment leur travail, qu'ils se sentent en phase avec la mission de leur entreprise. Ils sentent que ça résonne avec eux. Donc, globalement, à travers toutes les industries, quel pourcentage, pensez-vous, des employés se sentent engagés dans leur travail? Vous pouvez utiliser le chat, donner votre guess. J'essaie de voir ici les réponses. J'ai dit 35, 25, 20. Je pense qu'on a 20, 25, 35, 40, 18, 60%. 25, intéressant, mais pas beaucoup. Effectivement, 80, 20. Intéressant. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont proches des résultats. En fait, selon un sondage qui avait été publié récemment par la firme Gallup, une firme américaine qui est connue pour différents sondages en gestion des ressources humaines, on parle d'environ 35% des employés aux États-Unis qui se considèrent comme engagés dans leur travail. Évidemment, c'est à travers toutes les industries, pas spécifiquement en informatique. Puis au niveau de la planète, au niveau mondial, le chiffre descend même à 15% des employés qui se sentent engagés dans leur travail. Puis ça, ces chiffres-là, ils avaient été publiés avant la pandémie. Ils ont été remis à jour l'année passée, en 2021, et les chiffres avaient même commencé à diminuer avec le travail à la maison, un peu plus loin du bureau, des collègues. On voit que l'engagement des employés commence à diminuer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une statistique, moi qui a comme beaucoup à cœur le bonheur de mes équipes agiles, c'est une statistique qui m'a quand même frappé. En fait, depuis que j'ai vu ces statistiques-là, je dirais même que j'ai été un petit peu obsédé par ça. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on a fait, comment on peut en arriver à un taux d'engagement qui est aussi bas, euh, comment on peut être heureux dans notre travail si on ne réussit pas à trouver un sens à ce qu'on fait. Évidemment aussi, il y a autant d'employés qui ne se sentent pas engagés, qui ne se sentent pas en phase avec leur emploi. Si on considère le fait qu'on est dans un marché du travail un peu volatile, le travail à distance qui fait en sorte qu'on a accès à plus d'emplois, je pense qu'en tant que leader, ça nous
ça nous sonne une petite clochette, là, ça nous envoie un petit red flag. Ce qui m'emmène à ma deuxième question, et toujours vous pouvez utiliser le chat pour y répondre. Selon vous, quel pourcentage des employés songeraient à quitter leur emploi présentement d'ici les 3 à 6 prochains mois? Donc, initialement, je m'étais dit, je vais vous demander, vous, si vous considérez changer d'emploi, mais je me suis dit peut-être que vous avez des collègues ou des patrons avec vous. Mais selon vous, selon les derniers sondages, quel pourcentage des employés pensent à quitter présentement? Donc, je vais aller voir sur le chat qu'est-ce qu'on nous dit. 30, 55 65 60 On voit que je pense qu'on a un feeling que c'est assez élevé, hein? 70 effectivement, je pense qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte que c'est une réalité qui est de plus en plus présente. En fait, dans le fond, dans les derniers sondages qui ont été publiés en 2021, il y a exactement un an, par la firme McKinsey & Company, on avait sonné l'alarme de ce qu'on appelle souvent, là, on a vu ça dans les dernières publications de Great Resignation, où on dit qu'en ce moment, c'est environ 40 des employés interrogés aux États-Unis, au Canada, à travers toutes les industries, toujours, qui admettent qu'il est probable qu'ils quittent leur emploi actuel dans les 3 à 6 prochains mois. 40 là, si on imagine dans une équipe, là, admettons moi, là, dans une équipe de 10 personnes, c'est comme si j'avais 4 personnes qui songent à quitter dans les prochains mois. Ça veut dire une charge de travail encore plus pesante sur ceux qui restent. Ça veut dire aussi, moi, en tant que leader, gestionnaire d'équipe, ben, je vais être obligé de mettre mon focus à embaucher des nouvelles personnes, 4 nouvelles personnes au moins dans les prochains mois, plutôt que de prendre du temps avec les gens qui sont là. Donc, l'impact est assez énorme. Moi, en tant que gestionnaire, justement, c'est quelque chose qui me tient, comme je disais, qui me tient à cœur, que les employés soient heureux, mais surtout qu'ils soient capables d'accomplir leur travail. Donc, c'est des statistiques qui m'ont vraiment challengé, qui m'ont vraiment apporté à réfléchir sur le rôle d'un leader dans un contexte ou dans des équipes agiles. D'ailleurs, je parle un peu de moi depuis tantôt, mais je ne me suis pas encore présenté. Mon nom, c'est Éric Deschambault. J'occupe présentement un rôle de gestionnaire des consultants d'affaires numériques chez Tigmax. C'est une équipe qui regroupe des analyses d'affaires, des product owners, des stratèges numériques dans une firme de consultation dont l'expertise se concentre surtout dans les solutions de commerce électronique, d'implémentation de ERP. La mission de mon équipe de product owner, d'analyse d'affaires, de stratège numérique, elle se lit comme suit. Nous sommes une équipe dévouée avec une multitude d'expertises qui offre une expérience numérique d'avant-garde. En tant que consultants et conseillers, nous occupons un rôle central au cœur de nos projets numériques. Nos esprits créatifs guident non seulement nos clients tout au long de leur parcours numérique, mais les aideront également avec des solutions sur mesure pour naviguer dans l'incertitude. Nous nous efforçons tous les jours d'être les meilleurs partenaires en collaborant pour créer le plus de valeur possible et garder une longueur d'avance sur le changement. Cette mission-là, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de la direction d'entreprise, ça provient des employés qui l'ont forgé, qui l'ont rédigé, qui ont choisi les mots eux-mêmes. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation, comment on en est arrivé là. Mais juste pour vous dire que c'est quelque chose qui a été très important pour nous d'être capable de forger cette mission-là en équipe. D'un point de vue un petit peu plus personnel maintenant, ma mission personnelle, c'est de rassembler des gens, faire en sorte que chacun dans les équipes puisse partager le meilleur de soi-même sans jugement, puisse apprendre continuellement, puisse travailler en étroite collaboration avec son équipe et, très important, toujours dans le plaisir. Comme vous pouvez le voir sur mon T-shirt, je suis aussi un amateur de bière de microbrasserie. Le plaisir, ça revient beaucoup dans tout ce que je fais avec les équipes. Puis sinon, je suis fan de vélo et de course sur le bord du canal de la Chine. Vous pouvez m'apercevoir le soir ou en train de prendre une bière, tout simplement. Moi, j'ai comme je discutais avec Kim, là, tantôt, je racontais un petit peu mon parcours. Puis, moi, dans le fond, j'ai un background plus en informatique, génie informatique. J'ai gradué il y a plusieurs années. Vous pouvez vous douter que je n'étais pas à la base un gestionnaire humain, ni nécessairement ce qu'on pourrait qualifier d'un leader. J'ai débuté ma carrière un peu plus comme développeur. J'ai rapidement changé pour aller dans des rôles d'analyste, éventuellement de product owner dans des équipes agiles. Puis c'est vraiment le côté plus humain
du développement logiciel que j'aimais. J'adore évoluer dans ce milieu-là, mais c'est vraiment le côté, OK, comment on peut servir le client, comment on peut servir l'humain, le mettre au centre de nos discussions, comment est-ce qu'on travaille ensemble en équipe, comment est-ce qu'on collabore pour arriver à des solutions intéressantes. Il y a exactement 2 ans, en mai 2020, en plein début de pandémie, que je travaillais de la maison, mon patron m'a offert un poste de People Leader au sein de mon organisation. Un poste qui n'avait pas vraiment rien de défini à l'époque, sauf que du jour au lendemain, j'étais plus seulement responsable de mon bonheur personnel puis de mes livrables à moi, mais également de prendre soin de toute mon équipe d'analystes, de product owner, qui, en pleine pandémie, continuait de grandir à une vitesse folle pour débuter tous les projets en commerce électronique qui voulaient débuter de manière urgente, parce qu'on a plusieurs entreprises, évidemment, qui devaient s'adapter au changement à la COVID et au commerce électronique. Donc, rapidement, j'ai dû m'adapter, j'ai cherché à comprendre c'était quoi mon rôle dans ce monde agile-là. Alors que mon équipe et mon client est un peu démoralisé par le travail à la maison, le travail à distance, toute l'inquiétude autour de la COVID. Donc, du jour au lendemain, on avait perdu nos bons vieux daily scrum, standing scrum dans la grande salle, nos fameux 5 à 7 du jeudi soir, tout ça remplacé par le travail à la maison. Vous connaissez très bien l'histoire, je pense. Donc, dans ce contexte-là, je m'étais donné comme défi, moi, là, personnellement, avec ces nouvelles responsabilités-là, justement, de faire mentir les statistiques sur l'engagement, puis de vraiment m'assurer que mon équipe était engagée, qu'elle avait du plaisir, qu'elle était motivée. Puis je me suis posé la question, en tant que leader dans un contexte agile, comment est-ce que je peux vraiment être au service de l'équipe? Tu sais? Puis c'est quoi mon rôle? Donc aujourd'hui, c'est un peu ça que je viens discuter avec vous. J'avais envie de partager, après 2 années d'essais, d'erreurs, en pleine pandémie, en pleine incertitude, pendant que moi-même, j'essaie de comprendre mon rôle là-dedans, j'avais envie de vous partager 3 grands apprentissages que j'avais faits sur le rôle d'un leader, d'un gestionnaire pour des équipes agiles qui sont autonomes, qui travaillent déjà bien ensemble, mais comment moi, je peux avoir un impact sur ces gens-là. Je vais vous partager au travers de mes 3 apprentissages quelques outils que vous pourrez utiliser si ça vous intéresse là, dès maintenant dans vos équipes agiles. Donc, premier apprentissage, d'abord, avant de vraiment aller dans le détail de mon premier apprentissage, je pense que je voulais juste adresser un point à qui s'adresse cette présentation-là aujourd'hui. Je parle évidemment beaucoup de leadership. Évidemment, ça va parler aux gestionnaires, mais je pense personnellement que ça va aussi parler à plein d'autres rôles. Moi, c'est plusieurs outils que j'ai déjà mis en place avant même d'avoir un titre officiel. Je pense que le leadership, il y a beaucoup de gens que ça l'intéresse. Motiver, travailler avec des gens motivants, ça nous motive nous-mêmes. Fait que, tout le monde qui a à cœur le bien-être de son équipe, le bien-être des autres, de l'environnement dans lequel il travaille, qu'on soit product owner, qu'on soit développeur, team lead, évidemment, Scrum Master, je pense que ça peut être des outils qui vous intéressent. Puis, je pense que vous pouvez travailler aussi en collaboration avec vos gestionnaires pour mettre en place certaines habitudes pour aider à la gestion d'équipe. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que le rôle du leadership dans l'équipe agile, dans le fond? Comment faire preuve de leadership? Toujours en lien avec ma statistique initiale, ma mission, moi, personnelle, pendant les années, ça a été de réussir à trouver la bonne façon de focusser sur ce qui est essentiel, à mon avis, sur ce qui a le plus d'impact dans le succès des projets, dans la rétention des employés, c'est-à-dire la motivation personnelle. Je pense qu'en tant que leader, je voulais vraiment d'abord, premier apprentissage, réussir à me mettre au service de la motivation, comment individuellement aider mes coéquipiers, mes employés, à atteindre une certaine motivation personnelle. Je vais vous partager aujourd'hui quelques philosophies qui m'ont influencé dans les dernières années, quelques philosophies qui m'ont laissé, qui m'ont fait réfléchir, que j'ai eu envie de partager avec vous et qui m'ont vraiment grandement aidé à répondre à ma question. Une première philosophie,
que j'avais envie de partager, c'était la philosophie du Ikigai. Puis toujours en utilisant le chat, je serais intéressé de voir s'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de cette philosophie-là du Ikigai. Vous pouvez écrire oui, non, tout simplement. Oui, non, non, pas encore. Non, OK, j'aime ça. Beaucoup de non. Yes, je vais pouvoir vous apprendre vaguement. Ouais, oui, oui, moi aussi. Je me rappelle, j'en avais déjà entendu plusieurs années, puis récemment, quand je me suis intéressé un petit peu plus à ça, là, j'ai vraiment pris le temps de regarder puis de comprendre c'était quoi cette philosophie-là. Fait que moi, c'est une philosophie qui m'a personnellement beaucoup influencé dans justement dans l'atteinte, qui m'a influencé pour trouver comment aider mes employés à trouver une certaine motivation au travail. C'est une philosophie qui a été mise en lumière par un auteur conférencier qui s'appelle Dan Buckner, qui fait aussi des TED Talks, je vais revenir là-dessus après. Puis il avait fait des recherches sur des régions du monde où les personnes c'est-à-dire des régions du monde surnommées les zones bleues, où les gens vivent plus longtemps en moyenne. Donc, ça comprenait entre autres le Japon, l'île d'Okinawa en particulier. Il a découvert qu'un facteur qui jouait un rôle important dans ces zones bleues, c'était le rôle, le fait d'avoir un but dans leur vie. Donc, le fait d'avoir un but, qui en appelle le Ikigai par les Japonais, ça jouait vraiment un rôle important dans la longévité de ces gens-là. Au-delà des habitudes alimentaires, de l'environnement, c'est un concept qui aidait vraiment à vieillir en bonne santé parce que le Ikigai permet de continuer à se projeter dans l'avenir malgré les difficultés qu'on affronte jour après jour. D'ailleurs, l'étymologie de ce mot-là, ça signifie littéralement votre raison de vous lever du lit le matin ou votre raison d'être, en somme. Où se trouve votre ikigai, comme on le voit sur ce graphe-là? C'est comme au centre. C'est une activité qui combine 4 points forts de chacun des cercles sur le diagramme de Venn. Donc, c'est au centre de d'abord ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous appréciez faire, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous passionne. Ensuite, ce en quoi vous êtes doué, quels sont vos talents, comment vous pouvez les développer, de quoi vous êtes fier, qu'est-ce que vous faites d'utile pour les autres. Ce dont le monde a besoin. On touche un petit peu plus à votre contribution, plus au niveau de comment faire la différence, comment donner un sens à ce que je fais, comment changer le monde, si on veut. Et pourquoi je suis payé, mes compétences, comment je peux les monétiser, des idées qui ont de la valeur. Puis, ce que cette philosophie a dit, c'est que lorsqu'on réussit, puis ça à travers des exercices d'introspection, à bien définir chacun des 4 cercles, on peut essayer de trouver justement un équilibre entre ce pourquoi je suis payé, ce dont le monde a besoin, comment je peux faire une différence dans le monde, ce que j'aime faire et ce en quoi je suis doué. Lorsque je réussis à trouver un équilibre à travers tout ça, à travers la passion, la vocation, la profession, la mission, ben c'est là que j'atteins un certain équilibre qui me permet d'être plus zen, plus heureux. Donc, c'est l'équilibre, justement, il n'est pas complet si chaque partie est seulement complet, c'est-à-dire si chaque partie est vraiment bien identifiée puis vraiment bien comblée. L'équilibre, il doit être clair et cohérent pour nous. C'est à ce moment-là qu'on va avoir le sentiment là, que les efforts qu'on fait dans la vie, au travail, contribuent à quelque chose de plus que nous-mêmes, que ça impacte directement notre niveau de motivation à effectuer des tâches quotidiennes. C'est là que certains universitaires, il y a plusieurs recherches intéressantes qui ont été publiées là-dessus, entre autres par le professeur Grant à l'Université de Pennsylvanie, sur ce qui motive le plus les employés au travail. Et justement, ce qui motive, un des aspects de la motivation des employés, c'était de faire des tâches qui améliorent, par exemple, le bien-être des autres et de voir ou de rencontrer des personnes qui sont affectées directement par le travail ou par ce qu'on fait ou par ce qu'on produit. Donc, si on ramène ça, si on est dans le domaine informatique, si on ramène ça, bien, de travailler sur des tâches, des projets qui améliorent la vie des gens, puis de voir comment ces projets, comment ces logiciels peuvent avoir un impact sur ces gens-là, ça va grandement aider notre niveau de motivation. Donc, je dirais on va revenir un petit peu plus tard, là, au courant des prochains apprentissages, sur le concept de la mission de l'équipe, mais vraiment, cette philosophie-là, elle m'a comme fait réaliser que, ben, en tant que
que leader, je peux avoir un impact vraiment marquant sur les gens, puis les aider à, si on veut, trouver un équilibre à travers leur ikigai, à travers les aider à trouver un équilibre entre leur passion, leur mission, leur vocation, leur profession. Et tout cela commence par un exercice d'abord d'introspection, donc de bien connaître les gens qui sont dans son équipe, de bien connaître ce qui les passionne, leur mission personnelle et leur vision personnelle. Donc, je vais présenter un petit outil qui aide à ça tout de suite après. Juste un mot pour dire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite à aller voir ce TED Talk-là qui a vraiment ouvert de Dan Butner, qui a vraiment étudié ce sujet-là à fond dans les zones bleues. Donc, c'est un petit TED Talk, ça s'écoute très bien, puis c'est super intéressant. Donc voilà. Moi, le premier outil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, que j'ai mis en place avec mes employés, puis c'est un outil que j'ai trouvé qui était parmi les outils les plus, je dirais, les plus puissants que j'ai fait dans les dernières années, c'est l'outil d'introspection. Quand, juste pour vous raconter d'où ça vient, quand j'avais commencé justement, quand j'ai eu mon nouveau rôle de People Leader, j'avais commencé à booker les gens. Ouais, il y a quelqu'un qui demande, je vais vous partager le lien tout de suite après. Donc, il y a des gens qui avaient mis, donc j'avais booké des one-on-one avec les différentes personnes de mon équipe. Puis on discutait, bon, tu sais, des problématiques dans leur projet, leurs frustrations. C'est un peu style thérapeutique. Mais les discussions, il manquait quand même, je voyais que ça manquait un peu de profondeur. Donc, j'ai décidé d'utiliser cet outil-là, d'essayer cet outil-là pour apprendre à mieux connaître les personnes dans mon équipe et mieux comprendre c'était quoi leurs aspirations, c'était quoi leurs valeurs dans la vie. Donc, juste je vais vous présenter, c'est un document, c'est très, très, très simple. C'est 8 questions vraiment puissantes dans un document Word. J'allais commencer avec les employés qui étaient déjà dans mon équipe, puis maintenant, ça fait systématiquement partie de mon onboarding avec tous les nouveaux employés, toutes les nouvelles personnes. Donc, si quelqu'un veut joindre dans mon équipe, il va devoir passer par cet outil-là. Je fais ça dans les premières semaines quand tu te joins dans l'équipe, puis ça m'aide à te on se rend compte après, on prend 1 heure pour revoir les réponses. Puis ça m'aide vraiment à comprendre un peu mieux qui t'es, quelle est d'abord ta mission personnelle. On va revenir un peu la puissance de la mission un petit peu plus tard, mais ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de commencer par cette question-là parce qu'on commence vraiment avec le why, le pourquoi est-ce que je fais ça. Donc, on commence déjà dans un niveau qui est un petit peu plus émotionnel. Ensuite, bon, quels sont tes points forts? Ça nous permet de pouvoir tirer davantage partie des points forts de la personne. Déjà d'en parler en partant, je trouve ça intéressant. Les points améliorés, ça peut déjà nous donner des pistes de réflexion sur, OK, ben, si je sais qu'il y a un employé qui sait qu'il doit améliorer ses présentations, qui aimerait améliorer ses présentations, son skill de communication, ben, peut-être que moi, en tant que leader, je peux voir des opportunités, trouver des opportunités pour qu'il puisse améliorer cette compétence-là et donc probablement augmenter son niveau de satisfaction. Quelles compétences aimerais-tu apprendre? Quels sont tes objectifs pour l'année? Même chose, ça peut m'ouvrir, de me donner des idées ou m'allumer des pistes si j'ai des opportunités dans les équipes qui se présentent pour améliorer ces compétences-là. La prochaine question, les attentes. Quelles sont tes attentes envers moi? Je trouve que c'est une question qu'on pose tellement peu souvent et finalement, la question des attentes, c'est tellement une question qui est à la base de plusieurs frustrations, de plusieurs incompréhensions. Tu sais, quand 2 personnes ont des attentes complètement opposées ou pas nécessairement opposées, mais non dites, ben, c'est là qu'il peut y avoir des clashs. Donc, de poser la question en partant, je trouve ça super intéressant. Une chose spéciale à savoir sur toi, c'est souvent anecdotique, mais ça permet ça aussi, c'est des liens plus loin que seulement l'aspect travail, mais d'avoir un petit peu une relation un peu plus interpersonnelle. Puis, la dernière question, qui est la question que les gens me disent la plus difficile à chaque fois, c'est quels sont tes... Puis même quand j'ai commencé, je demandais c'était quoi tes 5 plus grands rêves. On me disait, là, c'était un petit peu too much. Fait maintenant, je demande c'est quoi tes 3 plus grands rêves. Puis souvent, c'est une question qu'on ne s'est pas reposée dernièrement. Tu sais, on se l'est peut-être déjà posée, mais c'est rare qu'on a pris le temps de réfléchir. Puis, cette question-là, également, elle peut être très, très puissante parce que nous, en tant que leader, ben,
Même chose, on peut être à l'écoute puis trouver des opportunités. Je ne dis pas qu'on va réussir à réaliser les rêves de tous nos employés, mais si on peut les aider à accomplir certains rêves ou ne serait-ce que faire un pas dans une direction, là, ça peut avoir un impact immense avec cet employé-là. Donc, lorsque j'ai fait ces exercices-là, même si c'est seulement 8 questions, c'est rarement pris en bas d'une heure, passer à travers ça. Ça permet de se connaître rapidement, de se connecter sur le point de vue personnel, puis de nous, en tant que gestionnaire, en tant que leader, de connecter rapidement, mais aussi d'identifier déjà certaines zones où je pourrais aider la personne ou peut-être l'aider à accomplir certaines de ses missions, de sa vision personnelle. Quelques exemples concrets. Dans mon équipe, par exemple, j'ai un employé qui avait mis un de ses rêves, c'était s'acheter une Porsche. Bon, évidemment, je ne vais pas lui acheter une Porsche, mais juste le fait qu'il ait écrit, il m'a dit, ben, un an plus tard, il m'a dit, ça m'a fait réfléchir à, quand je l'ai écrit, ça m'a fait penser que c'était un de mes rêves, puis il s'est fait un plan, puis dernièrement, il a fini par s'acheter une Porsche un peu vieille, usagée, mais quand même, il a réussi à réaliser son rêve. Puis juste le fait d'en avoir parlé, ben, ça l'a comme fait allumer qu'il faudrait qu'il fasse des actions pour. J'ai un autre employé qui rêvait de faire certaines présentations. De faire certaines présentations. Donc, il était un peu confiné dans un rôle de développeur. Il avait envie de s'impliquer, de faire des présentations marketing, de vente. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je ne savais pas trop comment ou par où commencer. Fait que je l'ai accompagné là-dedans. Puis aujourd'hui, on a, avec les équipes des ressources humaines, on a publié certaines vidéos sur le site web avec cet employé-là. J'ai un autre employé qui avait comme rêve de faire des podcasts. Il avait déjà acheté l'équipement, mais il n'avait jamais vraiment pris le temps d'en faire. Fait que là, avec l'équipe marketing, même chose, eux, ils avaient déjà en tête de faire des petits podcasts sur le commerce électronique. Fait qu'on était en train là, de planifier nos premiers enregistrements avec lui pour cet été. Fait que, tu sais, juste d'en parler, ben, ça nous permet de nous mettre la puce à l'oreille, puis peut-être d'aider ces personnes-là à atteindre certaines de leurs rêves, de leur mission personnelle. Donc, je conclurai ce premier apprentissage-là en disant que ben, grâce à cet outil-là, on vient de voir des exemples qui sont vraiment puissants, qui sont concrets, qui permettent d'aller aider nos employés, d'être au service de leur mission personnelle, de leur motivation personnelle, d'aligner leurs aspirations avec ceux de notre entreprise, ceux de nos projets. Ça nous permet de mieux cerner les besoins des gens dans les équipes, même si nos équipes sont autonomes. Je pense qu'on peut vraiment venir individuellement aider les gens dans leur épanouissement personnel. Mais pour ça, il faut d'abord connaître leur inspiration. Éric, il y avait Ahmed là, qui mentionnait justement être curieux de voir quelques réponses au questionnaire, là, j'imagine. Tu en as donné quelques exemples aussi. David demandait justement si, en fait, même les personnes près de la retraite là, embarquent dans, le genre, dans ce type-là de questionnaire là, de ton expérience. Oui, c'est une bonne question. Ben ouais, pour lui donner les réponses, évidemment, je ne vais pas dévoiler les noms des personnes, évidemment. Mais justement, comme j'avais donné l'exemple, un autre exemple que je peux donner une employée dans sa mission, tu sais, comme la première question, la mission personnelle, elle, c'était l'épanouissement de sa famille, de ses enfants. C'était vraiment ce qui la tenait le plus. C'était ça, sa raison d'être. Puis, j'ai trouvé ça super correct. C'est pas obligé d'être toujours attaché au travail, c'est pas obligé d'être toujours attaché à ce qu'on fait dans le projet. Fait que sachant ça, ben, quand je lui parle, moi, c'est comme la première chose que je m'informe, c'est comment vont tes enfants, comment va ta famille. Je sais que pour elle, c'est primordial. Puis, deuxièmement, je vais m'assurer qu'elle a toujours, je vais faire attention qu'elle a l'espace pour prendre soin de sa famille, là, qu'on empiète le moins possible sur ça, parce que je sais que c'est extrêmement important pour cette personne-là. Les rêves, ça va dans toutes les directions, évidemment, faire le tour du monde, voyager en travaillant, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. J'ai oublié c'était quoi l'autre question. Oui, c'est des personnes près de la retraite en bas dans ce type de questionnaire. Pour être vraiment honnête avec vous, je travaille avec des gens qui sont plus dans trentaine, quarantaine. Personnellement, j'ai tout le monde embarqué, mais pas tout le monde embarqué au même niveau. Tu sais. Puis c'est correct, ça aussi. Je pense qu'il faut savoir s'adapter. Il faut savoir accepter aussi que des personnes n'ont pas nécessairement envie d'être trop personnel rapidement. Fait que, il y a certains employés qui m'ont dit, moi, partager mes 3 rêves, ça ne m'intéresse pas ou je suis pas à l'aise avec ça, puis c'est correct. Ça, je le dis même dès le départ, je le respecte. C'est des questions
que vous n'êtes pas à l'aise, vous skippez, puis il n'y a pas de problème. Mais j'ai tout le monde à date avec qui je l'ai fait embarquer, puis il a même trouvé un certain plaisir à le faire, puis à avoir les discussions après. C'est surtout la discussion quand on en parle ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vraiment très bonne question en passant. Merci tout le monde. C'est vraiment bien. Merci David. Merci Carole d'avoir partagé le lien YouTube. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans l'audience avant Pas qu'on pour le moment. Parfait. J'ai peut-être une question, moi, justement. Est-ce que je peux la poser verbalement? Je trouve ça plus, absolument. plus relax vu que j'écris toute la journée. Oui. Je trouve que, en fait, comment tu fais l'équilibre entre le personnel et le travail? Parce que tu n'es pas non plus un conseiller social ou d'épanouissement personnel. Et donc, moi, des fois, moi aussi, je suis gestionnaire d'équipe, puis des fois, j'ai un certain malaise. Si les gens me partagent des rêves perso, tant mieux, puis que ça peut s'accommoder avec le travail, mais après, outre dans un cadre informel, je me demande où est-ce que tu arrêtes et où est-ce que tu commences, justement, évidemment, par conséquent. Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Évidemment, j'essaie de respecter certains jardins que chacun veut conserver. Puis, je pense que c'est important de bien saisir la personne aussi, jusqu'où on peut aller. Après ça, moi, ça, c'est peut-être un peu personnel, mais j'aime ça quand je suis en one-on-one avec la personne. Ben, moi, je suis quelqu'un qui va partager beaucoup sur ma vie personnelle aussi. J'aime avoir un certain lien, mais je le respecte, là, je le sens dans. Puis, là, j'en parle pas aujourd'hui, mais il y a un autre outil aussi qui peut être intéressant de faire. C'est par exemple les styles de communication. Fait, si je sais que quelqu'un dans mon équipe a un style de communication qui est beaucoup plus directif ou beaucoup plus qui n'a pas nécessairement envie de passer par le small talk avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vais skipper toute cette partie-là. Ceci dit, c'est ça, comme tu dis, il y a des discussions informelles. Mais en one-on-one, j'aime ça justement, prendre le temps de connaître la personne. Je pense que c'est important. Moi, j'ai trouvé que justement, le style, c'est un peu ça que je vais expliquer dans les prochains apprentissages, mais vers là, je me dirige, c'est d'apprendre, j'essaie d'avoir une approche qui est un petit peu plus de coaching, d'aider les gens à. Souvent, les gens, ben, ils sont un peu pris dans leurs tâches quotidiennes, puis ils n'ont pas nécessairement le temps de prendre le recul, de se demander, OK, c'est quoi que je veux développer? C'est quoi les compétences que je veux développer? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Est-ce que je pourrais faire des choses différemment? Fait d'être là pour accompagner l'employé à travers ça, moi, je pense que ça apporte beaucoup de valeur là, en tant que leader versus dicter aux gens quoi faire. Il y a David qui mentionnait, est-ce que tu partages justement les liens en même temps? C'est une bonne question. On me l'a demandé aussi. Même chose, j'essaie de saisir la personne. C'est pas nécessairement tout le monde que ça les intéresse. Mais je le force pas, mais quand on me le demande, oui, je le partage. Mais je le force pas ou je vais vraiment si la personne me le demande. Puis Lilo, je pense qu'il disait ça dépend surtout du degré de confiance et de créer un safe space dans le one-on-one. J'ai l'impression qu'on est en train d'aborder sur les prochains sujets. Le safe space, on va y revenir aussi. Donc, tout est dans tout, mais effectivement, on va couvrir ça dans pas très long. Mais merci, j'aime beaucoup vos questions à date. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça prouve aussi que vous m'écoutez. Vous n'êtes pas encore fait déconcerté par au temps dehors. Donc, toujours dans mes apprentissages, dans le fond, le deuxième apprentissage que j'ai appris au courant des 2 dernières années dans ce rôle-là, c'est mon rôle de leader. Là, on a parlé de la mission personnelle, un peu dans le même sens, c'est le développement des compétences. Donc, je trouve que justement, je pense que c'est important, pour le avec les Ikigai, un aspect, c'est l'aspect développer ce dans quoi qu'on est doué, s'aligner avec la profession. Je pense que d'avoir un bon plan de développement puis d'aider nos gens à se développer, c'est vraiment un excellent bénéfice pour aider à retenir
nos meilleurs talents. Fait que, ma prochaine question, c'est ça. Je suis intéressé de voir dans le groupe ici qui a un plan, qui a fait un plan de développement des compétences ou parfois on appelle ça plan de développement professionnel en 2022. Qui a un plan? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous croyez que ça a un impact ou vous l'avez seulement fait parce qu'on vous a demandé de le faire puis it's done? Si quelqu'un veut prendre la parole aussi, n'hésitez pas. Après mon petit chat. Donc oui, OK. Plusieurs personnes qui semblent avoir des plans de compétences. Je pense que c'est quand même une Pour moi, pratique. c'est beaucoup un nuage de fumée de ce que j'ai pu voir, les plans de développement de compétences. Ouais. C'est comme une obligation un peu. Là. On nous demande en début d'année, il faut remplir votre plan de développement d'ici le 31 janvier, sinon c'est pas toujours intéressant. Je crois qu'on a tous un plan de développement des compétences, mais on est comme, en tout cas, moi, je me sens, je ne peux pas dire moi, là, mais on est limité par un budget. Ouais, bon point. Donc, on y va selon le budget, puis le budget, des fois, ne permet pas d'aller chercher peut-être les formations qu'on aimerait avoir pour tous et chacun. Ouais. Parce que ça coûte un prix. Oui, c'est vrai. Puis après ça, il faut que l'entreprise soit capable de débloquer ça. Après ça, bon, je pense que, puis on va le voir là, dans les prochaines stats, ça a aussi un bénéfice mesurable d'avoir un plan de développement des compétences. On va regarder ça tout de suite après. Laurence qui dit que je trouve que c'est surtout le suivi du GRD. Je ne suis pas sûr l'acronyme GRD. Qui est intéressant. La gestion de rendement. En fait, oui, c'est vrai. C'est la gestion de rendement gestion de rendement dialogue, mais en gros, c'est ça. C'est la revue des objectifs annuels. La revue, OK, parfait. Le suivi de la revue des objectifs qui est intéressante, la revue annuelle révisée, l'atteinte des objectifs. Complètement d'accord avec toi. Puis ça aussi, on en reparle tout de suite après. Donc, justement, quand je parlais de l'impact qui est mesurable, bien, ça aussi, il y a des statistiques. Google a publié plusieurs études là-dessus, a fait beaucoup de recherches aussi là-dessus parce que, bon, c'est Google qui offre du temps d'apprentissage, quand même, beaucoup de temps d'apprentissage à ses employés. Ça, c'est une étude assez récente que j'ai vue de Better Buys dernièrement, qui a tenté de mesurer l'impact d'offrir des opportunités de développement professionnel. Ils ont mesuré, puis ça aussi, c'est à travers toutes les industries. En ce moment, on l'a vu dans le groupe, à 78 des employés en ont un. Donc, c'est quand même largement utilisé. 92 des employés pensent qu'avoir un plan de développement professionnel, c'est important ou très important pour eux. Puis, on voit que les employés qui ont un plan de développement étaient 15 plus engagés. Puis, il y avait un taux de rétention beaucoup plus élevé. Fait que je pense d'avoir un plan, c'est une chose, mais aussi d'investir évidemment dans ce plan-là, puis de le mesurer à la fin de l'année. Je pense que c'est tout aussi important. On va revenir sur le plan de développement tout de suite après. Je voulais juste faire un lien avec un deuxième philosophie qui m'avait un deuxième philosophie qui m'avait beaucoup influencé dans la dernière année, puis qui m'a influencé quand j'ai commencé à m'intéresser au plan de développement des employés. C'est le livre Start with Why. J'ai entendu justement, je suis intéressé dans le chat toujours. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont lu ce livre-là ou qui connaissent Simon Sinek, qui ont peut-être vu un de ses TED Talks ou une de ses présentations? Moi, je connais quelques-unes de ses citations, mais ça s'arrête là. Évidemment. Oui, c'est quand même, ça revient souvent. Le dieu de la gestion des employés. Moi, j'avais lu ce livre-là, Start with Why, au début de la pandémie, justement. Puis ça m'avait beaucoup inspiré. C'est sûr que Start with Why, c'est pas nécessairement un livre de gestion. Il en parle, la gestion des employés, là, mais il aborde beaucoup du côté marketing de la chose. En fait, ce qu'il dit, c'est Simon Sinek, justement, c'est que lorsqu'on essaie de vendre une idée, un projet, un produit, un concept, un objectif d'année, on devrait toujours commencer par le why, le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose maintenant que j'applique partout. J'en suis même un peu fatiguant, là, mais si on fait un meeting et qu'il n'y a pas déjà le why, si on fait un sprint et on n'a pas vraiment d'objectif, si on n'a pas une vision claire de ce qu'on fait,
je suis très, très, très fatigant là-dessus. Fait que, une de ces citations, il y a plusieurs citations bien connues, mais une de ceux-là, c'est People don't buy what you do, they buy why you do it. What you do simply proves what you believe. Donc, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites et ce que vous faites au quotidien, là, les actions quotidiennes. Ça sert seulement à prouver ce en quoi vous croyez. Ça a beaucoup, ça peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Moi, je l'ai vu justement en tant que leader, comment de m'assurer d'avoir une vision d'abord, puis de prouver toutes les actions que je fais dans le quotidien, ben, ça devrait supporter cette vision, cette mission-là que j'ai. Simon, dans le livre, Simon Sinek, il donne beaucoup l'exemple d'Apple. Il en parle largement, Apple, avec son marketing, qui vend des produits beaucoup plus en se basant sur l'image que les fans aiment projeter. Les fans d'Apple aiment se projeter de Apple, donc l'idée qu'ils sont différents, créatifs, innovants, à contre-courant. Donc, ils n'achètent pas un iPhone nécessairement pour les specs. Là, on ne va pas voir une pub d'iPhone avec la puce, puis la mémoire, puis la rapidité, mais beaucoup plus une pub qui va être de vendre une vision qui résonne avec ces gens-là qui vont acheter ce produit-là. Donc, l'idée du why dans les marketing, les ventes, c'est beaucoup utilisé. Moi, je pense que ça peut être aussi utilisé à différents niveaux. Là, comme je disais, au niveau, je pense que quand on parle de la motivation, l'inspiration, comment inspirer une équipe, comment motiver une équipe, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer quotidiennement, puis de toujours commencer, de toujours parler avec le pourquoi. C'est pour ça même aujourd'hui, en début de présentation, j'ai plus parlé de la mission de mon équipe, la mission de ma mission personnelle, puis d'essayer de toucher les gens plus par le côté émotif, un peu qui apporte le why ou le pourquoi. Alors que si on commence avec le comment, j'aurais pu commencer aujourd'hui par un agenda détaillé de ce que je vais vous parler, mais là, on est plus dans le rationnel. On va un peu moins toucher le côté émotif. Puis si l'objectif, c'est d'inspirer les gens, puis de les motiver, de les onboarder dans notre équipe, de les onboarder dans un projet, vendre une idée, vendre un nouveau produit, ben on peut peut-être rater la cible si on commence avec le côté rationnel, le côté pourquoi, comment en partant. Donc, selon moi, c'est un autre apprentissage. Il y a Kim qui a levé la main. Pardon, non, il n'y a pas de stress. Je voulais juste, parce que je pense qu'on embarque dans des super sujets. Puis il y a Caroline, en fait, qui mentionnait tout à l'heure en lien avec le plan de compétences, là, qu'on dirait que les employés, ben, bref, elle doit faire un plan de compétences, justement. On dirait que les employés ne sont pas trop certains de quelles compétences ils veulent développer aussi. Oui, c'est un bon point. Je pense que justement, moi, personnellement, j'essaie puis on va y arriver. Prochaine slide, le plan de développement. Vous êtes comme toujours une slide en avance sur moi. C'est bon, j'aime ça. Moi, personnellement, j'essaie justement lorsqu'on parle du plan de développement, puis j'ai mis un exemple d'un vrai plan ici que j'ai fait avec un employé. J'essaie vraiment de commencer par définir c'est quoi les objectifs. C'est cette année, par exemple, cet employé-là, même si c'est pas il ne travaille pas directement dans le UX, c'est un product owner, mais il aimerait ça augmenter ses connaissances UX en commerce électronique. Puis là, je commence par le why. Pourquoi est-ce que c'est ça que tu veux faire? Fait on n'est pas en train de dire voici la formation que je vais faire. On commence par définir c'est quoi les grandes sphères que je veux améliorer dans cette année. La plupart des employés vont réussir à arriver déjà avec des idées, des grandes lignes. Puis moi, en tant que leader, à travers tous nos one-on-one, on va revenir sur ce plan-là. À chaque one-on-one, quelqu'un l'a mentionné tantôt, l'importance du suivi. Mais moi, le suivi, il n'est pas juste à la fin de l'année, il est à toutes les 2 semaines ou tous les mois. On se rassoit, on regarde, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines semaines pour continuer à travailler tes objectifs de cette année. Fait qu'on va pas moi, je ne demande pas nécessairement aux employés de définir tout de suite tous les trainings qu'ils veulent faire cette année. On peut, si on les connaît, mais en courant de l'année, de manière agile, itérative, on va définir les prochains petits pas qu'on veut accomplir. Puis là, c'est là que je pense à travers moi, je pose des questions, puis j'essaie de leur donner des pistes de réflexion pour arriver à définir le plan de développement. En fait, même le plan de développement, en guillemets, il est agile. On définit en partant l'année les grandes lignes directrices, les grands objectifs et le pourquoi. Puis après ça,
à chaque 2 semaines ou à chaque mois, on se rassoit puis on définit c'est quoi les prochaines étapes pour arriver à cet objectif-là. Donc, l'autre aspect là-dedans aussi qui est super, super important, j'avais zoomé sur l'objectif 1, là, justement, de UX. Ben, dans cet exemple-là, si je m'assois la semaine prochaine, ben, je vais demander à cet employé-là, est-ce que tu as bien créé ton compte? Est-ce que tu as débuté ta lecture? Si oui, je le mets en vert, c'est beau, c'est souligné, puis je le félicite. Puis on souligne chacun des petits pas dans l'apprentissage. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand j'arrive à la fin de l'année, ben, j'ai peut-être une vingtaine de cases de remplies, j'ai fait telle chose, tel training, tel webinaire, telle lecture. Puis tout ça est aligné avec un objectif, puis une raison ou un why, pourquoi je veux l'atteindre. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouvais que c'était un bon moment pour la poser. Fait que moi, c'est ça, comme je disais, pour moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de puissance dans cet outil-là en le faisant de manière itérative, en pensant au why, pourquoi, l'objectif, puis de souligner à chaque fois, à chaque 2 semaines, ou, dans le fond, de prendre un moment pour vraiment souligner les apprentissages, puis des fois, des fois, quand on est dans notre quotidien, dans nos tâches, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire OK, qu'est-ce que j'ai accompli dans le dernier mois? Mais si on accompagne nos employés à le faire, je pense que ça peut les aider beaucoup dans leur motivation, comme on parlait tantôt. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur cet outil-là pour le développement des compétences ou des gens qui voulaient partager par rapport à ça. Je suis curieux de savoir, tu prends un moment one-one à chaque 2 semaines, un mois pour parler du plan des compétences? Pas juste pour parler du plan des compétences. En fait, ça dépend des employés, des moments. Là. Des fois, si c'est des projets qui demandent plus de temps, je vais essayer de trouver le meilleur timing. Personnellement, puis encore une fois, c'est pas une clé c'est pas nécessairement quelque chose qui fit pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé qu'aux 2 semaines, ça fitait bien. C'est pas forcément obligé d'être long, mais c'est un moment où on discute ensemble. Évidemment, je m'informe de comment va la personne, s'il y a des challenges particuliers, j'essaie de saisir son niveau de motivation, d'engagement à ce moment-là. Puis, à l'intérieur du one-on-one, on prend un petit 5 minutes. Pas obligé d'être très, très long. On fait juste passer à travers les objectifs, souligner qu'est-ce qu'elle a accompli, l'aider à définir les prochaines étapes. Alors, je pose la question parce que si moi je fais ça avec toute mon équipe, je pense à chaque 2 semaines, je recommence. Tu sais. Ça dépend combien on a d'employés. Effectivement, j'en ai pas non plus des dizaines et des dizaines, là, mais c'est ça. Peut-être qu'après ça, la cadence peut être au mois ou 2 mois. Je ne pense pas qu'il y a comme je disais, un one fits all, mais personnellement, je trouvais qu'aux 2 semaines, ça se faisait bien. Mais tu as raison, s'il y en a beaucoup. Non, mais c'est très intéressant. On cherche à le faire, mais des fois, c'est ça, c'est le temps. Là. Oui. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au le développement des compétences? Je conclurai, dans le fond, cet apprentissage-là, juste en disant que pour moi, ça a été comme un shift là, que j'ai pris dans les dernières années, de dire, OK, ben, en tant que leader ou gestionnaire, j'essaie vraiment de me positionner dans un rôle plus de coaching, d'accompagnement, puis d'aider les employés à atteindre leurs objectifs pour faire en sorte encore une fois, ils soient plus alignés, que ça ait plus de sens avec ce qu'ils veulent faire. Troisième apprentissage que je voulais partager avec vous. On a parlé jusqu'à date de motivation personnelle, de travailler sur nos compétences. Mais le dernier point sur lequel j'ai travaillé dans la dernière année particulièrement, c'est la motivation générale de l'équipe. Là, moi, je parle d'équipe, mais en termes d'équipe, dans mon cas, c'est une communauté, là, je dirais, qui ont le même rôle, mais qui travaillent sur des projets différents. Ça peut être une motivation d'équipe de projet aussi. Donc, tous les concepts avec le Start with Why, avec se donner une mission, comprendre sa mission personnelle, le ETI, mais j'essaie de l'appliquer aussi au niveau de la motivation de l'équipe. Donc, en tant que leader, j'essaie de faire en sorte d'accompagner, de m'assurer que mon équipe, évidemment, reste motivée. Et une des façons qu'elle reste motivée, je pense, c'est de travailler ensemble et de s'assurer qu'on a une vision
clair, puis une mission claire sur ce qu'on veut faire comme équipe. Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir finalement en tant qu'équipe. Donc, toujours en lien avec le why ou la vision qu'on essaie de vendre d'abord. Fait le troisième outil que je voulais partager, j'avais fait avec une de mes équipes l'année passée, en fait, c'était de se doter d'une vraie mission d'équipe. Celle que j'ai vue au début, je pense que ça peut s'appliquer à toutes sortes d'équipes ou de projets ou de produits. Puis, justement, la mission statement ou la définition de l'équipe, c'est quelque chose qui, lorsqu'on fait participer tout le monde à l'intérieur d'eux, je pense que ça va avoir des impacts très, très positifs. Juste pour vous donner un exemple, en ce moment, la mission de mon organisation, parce qu'évidemment, l'organisation a aussi une mission, elle se lit comme suit. ThinkMax tire parti d'une expertise technique et sectorielle d'avant-garde ainsi que de technologies de pointe pour mettre en œuvre des solutions efficaces et innovantes, simplifier les processus commerciaux, unifier les expériences numériques et accélérer les changements transformateurs. C'est intéressant, ça nous dit un peu qu'est-ce qu'on fait ou le pourquoi, mais c'est un peu loin de la réalité des gens. Je trouvais qu'il n'y avait personne dans l'équipe qui se sentait rattaché à cette mission statement-là. Donc, j'ai eu le goût de vraiment travailler avec l'équipe pour se définir une mission qui parle, qui définit vraiment, OK, qu'est-ce qu'on fait concrètement, puis que je pourrais utiliser autant dans des pitchs de vente, quand je présente mon équipe, que je pourrais utiliser pour le recrutement. Donc, si je passe des entrevues, je pourrais leur donner, leur expliquer le mission statement, leur dire, ben, ça vient de l'équipe. Voici ce qu'on fait concrètement, puis essayer de, comme on disait avec le Start with Why, de parler plus avec le côté émotionnel. Donc, pas seulement arriver avec voici la liste des tâches d'un product owner chez nous, mais de dire voici la mission de nos product owners dans des projets de transformation numérique. Donc, cette mission statement, cette mission d'équipe, on l'a fait de manière itérative, encore une fois, sur plusieurs rencontres. On s'est assis. En fait, initialement, j'ai demandé aux gens, je leur ai expliqué le why, tout est dans tout, pourquoi je veux faire cette initiative-là. Je pense que tout le monde a tout de suite adhéré. Je leur ai donné 2 semaines pour travailler de manière individuelle sur un premier draft. Premier draft de la mission, de ton travail, de tous les jours, de ton projet. Pourquoi tu te lèves le matin pour faire ça? Donc, tout le monde a fait un draft. On s'est fait une première rencontre d'équipe pour partager ces brouillons-là, ces premiers mission statements. Puis, juste toutes les discussions qu'on a eues à travers cette rencontre-là, je trouve que ça valait la peine parce que vraiment, là, on a pu discuter en équipe, puis on a pu vraiment avoir des discussions plus profondes sur qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, puis pourquoi on se lève le matin. Des discussions qu'on n'a pas nécessairement toujours habituellement. Donc, en équipe, on a brainstormé, puis on a essayé de ressortir les grands mots-clés. Donc, on a relu chacune des définitions, on les avait imprimées, on a souligné c'est quoi les mots-clés qu'on aimerait qu'ils fassent partie de la version finale, qu'on trouve que ça a vraiment de l'impact. Après ça, chacun est reparti de son bord, puis a resoumis une nouvelle version qui était vraiment axée, qui comprenait les mots-clés, qui l'a modifié un peu en fonction des discussions qu'on a eues. Puis, ensuite, on est dans une rencontre virtuelle là, avec un outil de whiteboarding collaboratif qui s'appelle Mural, un outil que j'aime beaucoup là, pour faire du brainstorming en ligne, du genre de design thinking. On a voté, fait qu'en fait, on a fini par arriver à une version finale qui regroupait là, des phrases des différentes versions qui avaient été soumises en équipe. Donc, on est après quelques itérations, arrivé avec notre version définitive là, que je ne vais pas vous relire, mais que j'avais lue en début. Et cette mission d'équipe-là, je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça a comme été un game changer dans notre équipe. Tu sais, ça nous a vraiment permis d'avoir un travail de discussion, de comme mieux comprendre pourquoi tout le monde se lève le matin, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Quand on a des nouvelles demandes de clients ou d'autres personnes, mais plus rapidement, on est capable de se poser la question, c'est-tu aligné, c'est-tu important avec ce que je fais, avec ce qu'on fait en équipe. Ça nous a obligés de discuter justement de ce qui est important, de s'enligner. Donc, comment est-ce qu'on collabore ensemble? Puis, maintenant, chacune des personnes dans l'équipe se sent aussi une responsabilité de porter puis de faire vivre cette mission d'équipe-là. Puis, ben, ça va être beaucoup, c'est valorisant parce que là, on n'a pas
on n'a pas donné cette mission-là à tout le monde. On ne l'a pas forcé, donc on a travaillé dessus en équipe. Puis on l'a utilisé au niveau du recrutement. Aussi, on l'a utilisé, donc dans le fond, au niveau du recrutement, on l'utilise lorsqu'on fait des entrevues. C'est une des premières choses. On parle de notre mission, puis on peut voir si les candidats, ça résonne avec eux ou pas. Puis, on l'a utilisé aussi à l'intérieur des capsules vidéo qu'on a mis sur notre site web où les gens expliquent, plutôt que de juste expliquer les tâches, ils expliquent vraiment la mission de notre équipe et le why. Donc voilà, avant de passer à la prochaine slide, j'allais regarder s'il y avait des questions là-dessus. Ah, j'ai une équipe de combien? En ce moment, on est dans l'équipe Product Owner Analyst, on est une dizaine de personnes, mais comme je disais, ça a grossi rapidement. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on devrait être rendu à une quinzaine de personnes, si tout va bien. J'ai une autre question, je ne sais pas, peut-être tu vas y répondre après, puis si c'est le cas, tu me diras. Là, on parle de mission d'équipe, mais qu'en est-il, par exemple, de se fixer des règles d'équipe, qui justement viennent renforcer souvent l'engagement, le fonctionnement de l'équipe, etc., etc. Exact. C'est une bonne question. Je pense que ça touche un petit peu justement le prochain point là, que je voulais aborder de la sécurité psychologique. Je pense qu'en tant que leader, on a une responsabilité de s'assurer que tout le monde collabore bien, tout le monde est à l'aise et peut dire ce qu'ils veulent sans jugement ou n'ont pas peur du jugement dans ce qu'ils vont dire, puis travaillent d'une façon. Donc, ceci dit, je pense, c'est ça, j'en ai pas parlé, je ne vais pas en parler dans le détail aujourd'hui, mais oui, je pense que c'est important en tant que gestionnaire ou leader de s'assurer qu'on a des règles claires de travail, puis de bien communiquer c'est quoi les façons qu'on trouve acceptables, mais aussi, je pense, c'est là souvent que des fois on fait une erreur, c'est aussi de communiquer qu'est-ce qui n'est pas acceptable, puis parce que s'il y a des comportements ou des façons de se parler ou des façons de faire qui sont blessantes ou qui ne sont pas alignées dans notre équipe, je pense que c'est important de le souligner puis que les gens voient que c'est pas acceptable. Parce que si on n'en parle pas, ça peut venir à être perçu comme étant acceptable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça m'apporte au prochain point. Puis c'est un dernier point, je voulais finir avec cette parenthèse-là, pour finir cet apprentissage-là. C'est quelque chose aussi que je n'avais pas nécessairement pris à cœur tant que ça dans le passé. Puis je trouve que maintenant, dans ce rôle-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur. C'est la sécurité psychologique à l'intérieur de l'équipe. Le concept, c'est simplement qu'on veut que les membres de l'équipe se sentent en sécurité, de prendre des risques sans avoir peur, sans avoir peur d'être jugé, qu'ils soient capables de se parler, qu'ils soient capables d'être vulnérables aussi, d'aborder tous les sujets, d'aborder les conflits. C'est normal qu'il y ait des conflits en quelque part, mais d'être capable d'en parler, de les aborder. Il y a plusieurs études là, par Google notamment qui ont montré que les équipes qui sont dans un environnement plus safe, sécuritaire, vont être beaucoup plus productives, beaucoup plus créatives. Ça vient beaucoup jouer avec l'aspect créatif, en fait, de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'être capable d'être vulnérable. Donc, je pense que je vais en parler parce que je pense justement, quand je parlais du rôle du leader à l'intérieur de l'équipe, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc, pas avoir peur d'aborder les conflits, de parler d'un point de vue humain. Ça revient un peu à ce que je disais au début, parler de se parler de nos rêves, de nos objectifs, de nos peurs, de nos angoisses, donner du feedback, moi, je demande régulièrement du feedback à mes employés aussi. Je n'ai pas peur de le faire, je n'ai pas peur de ce que je vais recevoir. Puis, il existe, honnêtement, ce sujet-là, c'est comme une parenthèse aujourd'hui parce que je pense que ça peut être une conférence en soi d'une heure. Là. En fait, ça existe. Mais il y a des moyens, si on sent que c'est quelque chose à travailler dans notre équipe, il y a des moyens, entre autres les core protocols. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent ça, mais on pourrait incorporer des éléments un peu plus émotionnels dans nos communications. Fait que, dans l'exemple du Daily Scrum, où souvent, traditionnellement, c'est ce que j'ai fait hier, c'est quoi mes priorités pour aujourd'hui, mes bloquants.
ben, on pourrait incorporer un élément un petit peu plus. Aujourd'hui, je me sens de telle manière, glad, sad, mad, j'ai peur, ou pour que les gens sachent on est dans quel état émotif, puis fassent attention à ça aussi. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Si on regarde les core protocols, d'ailleurs, il y en a plusieurs exemples comme ça. Puis, parler de nos besoins, je viens de voir ça dans le chat, j'aime beaucoup ça. Donc, être plus transparent sur nos besoins, absolument, absolument. Je terminerai cette section-là sur ce troisième apprentissage-là au service le leader au service de la motivation d'équipe. Je voulais terminer en vous parlant d'une petite anecdote là, justement par rapport à la mission d'équipe. Dernièrement, sur le site web de mon entreprise, on a publié des vidéos où les employés de mon équipe décrivent le poste de product owner, d'analyse d'affaires, et plutôt que d'être justement une discussion plus conventionnelle sur les responsabilités, on a vraiment, j'avais vraiment demandé de parler dans le fond de la mission, de commencer avec le why. Puis, on a mis ça en ligne sur LinkedIn et le lendemain matin, j'avais une gestionnaire qui n'était pas au courant de l'initiative qui m'a appelé pour me dire que sa sœur lui avait écrit qu'elle avait vu ça passer sur LinkedIn, sa sœur qui est à New York en plus, qui avait vu ça passer, puis qu'elle avait vraiment été touchée, puis qu'elle avait vraiment eu envie de venir travailler avec nous quand elle avait vu ça. Puis ça m'a vraiment, c'est là que j'ai réalisé que, OK, ben, quand on parle avec la mission, quand on parle avec le why, on peut aller toucher les gens d'un côté beaucoup plus émotif. On ne parle pas juste d'une liste de tâches, mais de c'est quoi notre mission d'équipe. Puis on peut réussir à toucher des gens qui sont intéressés de se joindre, avec qui ça résonne, et non pas qui sont juste là pour un salaire, même si c'est très, très important aussi, mais qui ont envie de se joindre à nous pour la mission d'équipe et qui s'est aligné avec leur mission personnelle aussi. Puis je pense que tout ça, ben, ça va avoir un gros impact sur l'engagement des employés dans leur travail. Donc, je terminerai, on est déjà 6h36, avant de prendre les dernières questions. Je voulais juste terminer avec un petit rappel dans l'introduction sur les statistiques, qu'il y a seulement 15 des employés à travers le monde, 36 aux États-Unis qui se considèrent comme engagés dans leur travail. Je pense que lorsqu'on travaille justement dans un environnement agile, moi, j'ai trouvé que ça me donne un contexte qui est idéal ici pour aider les employés à retrouver une plus grande satisfaction, un certain épanouissement face à leur travail. Ça nous offre des opportunités à l'intérieur de l'équipe de pouvoir prendre différents chapeaux, de pouvoir prendre différentes initiatives. Ça fait plusieurs années qu'on discute ici dans le groupe des avantages de l'agilité pour mieux livrer des projets, s'adapter plus rapidement au changement, faire face à l'incertitude, focusser la discussion autour de la valeur d'affaires. Mais je pense que, comme l'avaient envisagé les auteurs du Manifeste Agile, un des éléments clés de la philosophie, c'est de mettre en avant les individus et leurs interactions. Donc, dans ce contexte-là, je crois que les gestionnaires, les leaders d'équipe, les personnes qui ont à cœur, pas nécessairement les leaders, mais les personnes qui ont à cœur le bien-être de l'équipe, on se doit d'innover, puis plutôt de laisser les équipes faire face seules à tous ces défis-là, ben, de se positionner pour fournir un accompagnement, un coaching avec chacun des membres de l'équipe pour les aider à atteindre leur plein potentiel, tout en veillant à leur bien-être et à leur épanouissement personnel, comme on a vu à travers le Ikigai. Donc, je terminerai en disant, ben, après un peu plus quelques années dans ce rôle-là de gestionnaire dans des équipes agiles, je pense réussir à partiellement répondre à ma question que je me posais initialement. C'est quoi ou comment puis-je être au service de mon équipe en tant que leader? J'ai compris qu'on peut avoir un impact majeur, durable, lorsqu'on accompagne nos équipes, justement, lorsqu'on travaille sur l'inspiration, sur la motivation, sur le coaching, plutôt que d'essayer de discuter tout ce qui doit être fait, autant au niveau des individus qu'au niveau de l'équipe en tant qu'individu, si on veut, et qu'on peut vraiment les aider, les gens, à aligner leur passion, leur contribution à celle de l'équipe. Puis je terminerai en disant que ça commence d'abord en travaillant sur soi, en s'assurant de faire ces exercices d'introspection avec soi-même, de comprendre c'est quoi notre mission personnelle, c'est quoi nos envies, notre vision. Et à ce moment-là, on va être mieux équipé pour aider les personnes dans notre équipe.
Avant de terminer, je vais ouvrir là, la discussion. S'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont envie de partager des choses, vraiment, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, là. Gênez-vous pas pour m'écrire. En fait, je vous demanderais de m'envoyer du feedback, que ce soit positif, mais surtout constructif. C'est comme je vous disais en début, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. C'est pas quelque chose que je fais dans la vie de donner des présentations comme ça. Donc, je serais vraiment intéressé d'entendre ce que vous en avez pensé. Si vous avez justement, de juste savoir si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou je vous ai mis mon adresse personnelle aussi. Donc, je serais vraiment très, très, très honoré d'avoir votre feedback. Et j'aimerais ouvrir le micro. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions ou des choses à partager par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues en particulier? Je voyais des hochements de tête tout à l'heure. J'ai l'impression que ça a parlé quand même. Ça a fait écho pour quelques personnes autour. Moi, j'ai une question, en fait, pour toi, Éric. Oui. Parce que, tu sais, moi, je suis Scrum Master. Oui. Mon équipe, elle a un Scrum Master, elle a un PO, puis elle a un gestionnaire. Puis à un moment donné, elle a un Scrum Master qui est coach, puis elle a un gestionnaire qui est coach, puis elle a un PO qui est un peu moins coach, puisque lui, il s'occupe de livrer le produit puis de faire son backlog. Mais comment on fait pour ne pas se piler sur les pieds le gestionnaire puis le Scrum Master? Ben, je pense qu'on peut. Je pense que c'est très complémentaire, en fait. Là. Je pense que, premièrement, le gestionnaire et Scrum Master, je pense que vous vous donnez du feedback. J'espère que vous vous parlez un peu, que vous donnez du feedback. Est-ce que toi, tu donnes du feedback aux gestionnaires des gens dans ton équipe? Oui, tout le temps. Moi, quoi, autant aux gens dans mon équipe, autant à mon gestionnaire aussi. Tu sais, on se parle à toutes les semaines. Mais c'est plus que, tu sais, des fois, pour les équipes, ben, tu sais, le genre de questions que toi, tu vas leur poser, c'est le genre de questions que moi aussi, je vais leur poser. Fait que, tu sais, ça peut devenir très redondant puis lourd. Puis c'est une vraie question que je me pose, c'est quoi la place du gestionnaire dans des équipes agiles? Tu sais, je n'arrive pas à répondre à cette question encore. Je pense, encore une fois, c'est sûr que ça dépend des organisations. Là, mais traditionnellement, je pense que justement, le gestionnaire va aider peut-être un peu plus les individus dans leur gestion de leurs compétences, dans leur plan de développement, s'assurer de leur bonheur. Mais tu as raison, le Scrum Master aussi peut aider aussi. Mais habituellement, le Scrum Master va être plus au niveau du projet. Qu'est-ce qui manque dans le projet pour nous arriver à le livrer? Y a-t-il des bloquants? Parce que le gestionnaire peut avoir une vue un peu plus globale, s'il y a différents projets en parallèle, s'il y a des besoins futurs de projets en vente présentement qui pourraient être débloqués présentement. Donc, je pense je pense que c'est complémentaire. Je ne vois pas nécessairement comme deux choses qui vont se piler sur les pieds. OK. Il y avait d'autres questions ou d'autres partages? Moi, j'ai plus une question curiosité. Je vois ton gilet brasserie du Bas-Canada. Est-ce que c'est là que tu travailles? Non, pas du tout. Mais tu es dans la région de Gatineau? Non, même pas. Je suis juste un Même fan pas? de bières de microbrasserie, puis celle-là en particulier, je trouve qu'ils font des bières incroyables. Ben Non. écoute, on va faire qu'on en prendre un mané ensemble à Oui, Gatineau. oui, Moi aussi, j'adore cette brasserie. Absolument, je vais une fois par année là, pour justement aller prendre bière, mais je n'ai pas encore été visiter leur nouvelle. Moi non plus. Donc, ça va être. Ben, désolé pour la parenthèse. Ça me semble une parenthèse à point pour la température. En plus. Ça serait un bon moment, je pense, pour aller prendre une bière sur la terrasse. Mais j'avais quand même une question que j'ai mise dans le chat. Est-ce que ta présentation, on va y avoir droit ou c'est quand même intéressant de repasser les diapos, là, de voir un peu. Moi, j'ai aucun problème à partager, mais Kim, je te lancerai peut-être la question là, pour les technicalités, comment la partager, mais moi, j'ai vraiment aucun problème. Ben oui, tout à fait. En fait, je vais pouvoir vous envoyer le lien de la présentation là, suite à la rencontre. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager. Via nos courriels ou. Oui, tout à fait. Okay. Ben, en fait, avec les mêmes courriels via lesquels vous avez été invité ce soir. Donc, super, parce que c'est beaucoup de matière intéressante. Là.
même si on y touche, je pense, chacun d'entre nous devons toucher partiellement à tous ces points-là. Il y en a pas moins qu'il y a toujours matière à perfectionnement. Ah, absolument, absolument, absolument. Ben, je suis content si justement s'il y a eu, s'il y a ne serait-ce qu'une chose que vous avez peut-être retenue de tout ça. Je serais curieux, justement, s'il y en a qui veulent écrire dans le chat ou s'il y a une chose en particulier. Je pense que j'avais une slide pour ça. Ouais. S'il y a une chose en particulier que vous avez retenue aujourd'hui de cette présentation-là, je serais intéressé de savoir si c'est une petite pépite ou une chose que vous avez retenue aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et Carole avait aussi la main levée. Oui, d'abord, merci. C'est une présentation qui, on n'a jamais trop d'outils en leadership, donc moi, je vais en regarder quelques-uns. J'avais 2 questions ou 2 commentaires. Un, souvent, tu intervertis un peu gestion leader, gestion. Et j'aimerais peut-être ça t'entendre là-dessus parce que moi, je fais une différence. Et là, il y a peut-être un lien avec la question qui était posée sur le Scrum Master, tous les intervenants dans la gestion. Fait que peut-être j'aurais aimé ça t'entendre là-dessus. Et 2, voyons, c'était quoi dans mon autre question? Ah oui, tu présentes ça d'une façon très positive, ce qui est bien, mais rencontres-tu des difficultés des fois? Est-ce que des gens pourraient te dire « My God, ça a l'air magique ». Des fois, est-ce que tu as à dire « Ben, ce rêve-là ou cette règle-là, je suis désolée, mais pour le bien commun, va falloir que, qu'on s'ajuste » ou... Alors voilà, c'était mes 2 questions, commentaires. Sinon, merci beaucoup. Toujours généreux que les gens osent partager. Donc, c'est constructif, là, ce que je te demande. Merci, Caroline. C'est très, très apprécié. C'est Caroline, hein? Je n'étais plus sûr je vois pas bien. Carole, oui. Dis-moi, Carole. Voilà, OK. Merci beaucoup des commentaires. C'est vraiment très apprécié. Pour la première question, leader versus gestionnaire, puis même quand je faisais la conférence, même en faisant le PowerPoint, je me suis posé la question. Fait que je serais intéressé aussi de voir ton opinion. Personnellement, je ne veux pas nécessairement dire qu'un leader égale un gestionnaire. Je pense qu'il y a différentes personnes qui peuvent avoir des positions de leadership. Je pense que le leadership, c'est des skills aussi. C'est sûr qu'après ça, gestionnaire, ça vient peut-être avec des responsabilités ou des attentes supplémentaires, mais c'est pour ça que je voulais laisser ça ouvert parce que je me disais, ça peut parler à des personnes qui ont des attitudes de leadership sans nécessairement avoir un rôle de gestionnaire en ce moment. Mais je serais curieux d'avoir ta perception aussi, en fait. Excuse-moi, je cherchais mon fameux icône. Je trouve qu'on peut gérer. Gérer, c'est un petit côté fonctionnel. Bon, je vérifie l'échéancier, je vérifie si tout le monde est là. Même, je remplis un formulaire, que ce soit de développement ou autre, mais pour moi, là où j'en suis, je commence à compter une couple d'années. Le leadership, c'est beaucoup à mobiliser. Donc, je vois une différence. Alors, oser donner la parole, oser exercer un leadership à la gang, oser débattre, donner des opportunités aux gens de faire valoir leur point de vue et leur expertise même. Dans certains forums stratégiques, de veille collective. Donc, donner des opportunités aux équipes de mettre en valeur soit leurs idées, leurs pensées, leurs expertises, puis les faire se confronter pour arriver au meilleur, puis même nous, comme gestionnaires, s'étonner devant je n'avais pas pensé à ça ou ça c'est intéressant et récupérer ce que les gens disent, pas juste toujours avec le micro, toi, qu'est-ce que tu penses? Mais donner plusieurs occasions de dire, tu vois ce que tu avais dit l'autre fois, ça m'a fait faire du chemin, le récupérer. Donc, ça se déploie dans le temps.
Pas juste à travers des outils. En tout cas, moi, c'est dans ma pratique. Et puis, différentes situations donnent lieu à différents types de leadership. Des Absolument. fois, les gens, ils veulent une réponse claire. Absolument. Ben là, on va leur donner une réponse claire, tout bad. Là, il n'y aura pas de feeling sur il y a un feu là-bas, je prends-tu le boyau? Oui, tu prends le boyau. Donc, puis d'autres fois, ben là, il y a place à, tu sais, justement, safe space, puis discuter. Fait que moi, je trouve que c'est différent, gestion et leadership, puis c'est un peu comme ça que moi, je l'interprète, là, mais il n'y a pas juste une recette. Hein, Non, absolument. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que dans le leadership, il y a justement beaucoup d'aspects de comment motiver, comment peut-être de donner une vision ou aider à donner une vision. Puis, tu sais, je trouve que pour revenir à ce que tu disais, les styles de leadership, tu as totalement raison. Puis je pense que ça revient un peu à. C'est important d'abord de se connaître là, en tant que leader, de savoir c'est quoi ton style, mais de connaître, d'avoir conscience qu'il existe différents styles puis différentes situations dans lesquelles tu vas pourrais avoir à exercer un style de leadership différent. Fait que, tu sais, il y a des situations où tu vas vouloir avoir un style plus de type mentor. Des fois, ça va être plus de type collaboratif pour arriver à un résultat d'équipe, un type plus visionnaire pour aider vraiment à donner la vision, là, un peu à la Steve Jobs, de faire rêver l'équipe. Des fois, un style plus directif, là, c'est une situation de crise, puis les gens, ils te regardent, puis ils veulent savoir quoi faire. T'sais, fait d'avoir conscience, puis je pense que naturellement, chacun de nous a probablement un style naturel où on est plus à l'aise, mais d'être capable aussi de sortir de cette zone de confort-là, puis de comprendre que selon le style de situation, il faut s'adapter. Je finirai en disant que je pense que d'être capable de s'adapter aux gens et aux situations, c'est très, très important dans un rôle de leadership. Cécile, tu avais la main levée aussi. Oui, ben, il y avait Laurence avant moi, fait que je vais lui laisser la parole. En fait, je me demandais, vous parliez de développer une mission d'équipe. C'est justement une proposition qui nous est arrivée aujourd'hui au niveau des objectifs de l'équipe, puis de faire des sprints design. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Des sprints de? Des design sprints, en fait. Oui, ben peut-être juste essayer de comprendre un peu plus le contexte là, de design dans le sens de design UI, UX. Oui, exact. Dans le fond, pour explorer en équipe des nouvelles fonctionnalités, puis dans le prochain 6 mois, 1 an, quelles seraient les prochains, soit innovations ou des choses des futures, dans le fond, qui sont à améliorer. Ah, OK, ouais, je comprends. Ben, s'il y a d'autres personnes ici dans la salle qui ont une opinion là-dessus, s'il vous plaît, allez-y. J'ai peut-être un peu moins une opinion par rapport à ça. Ce que je dirais, par contre, c'est que dans les projets qu'on fait, on fait des sites web, des applications de commerce électronique. Donc, on a souvent des sprints de design, mais par rapport au projet qu'on est en train de faire là, en début. Donc, on y va par itération pour réussir à livrer nos designs, on va chercher le feedback, on en fait un peu, chercher le feedback, on revient, on essaie d'écouter. Nous, ça se fait souvent dans un court laps de temps, fait qu'on va essayer d'aller chercher le plus de feedback possible chez nos clients. Dans un monde idéal, si tu es même capable d'aller chercher du feedback des end users, je pense que c'est encore mieux. Mais s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a peut-être une réponse ou qui travaille dans ce domaine-là, gênez-vous pas. Ben, c'était quoi la question exactement, Laurence? En fait, c'est plus une question exploratoire, comme je n'ai jamais encore expérimenté des sprint design. On est une jeune équipe aussi qui sont ensemble depuis environ 6 mois. Et on veut, dans le fond, amener l'équipe à faire des sprint design, surtout pour empower la mission d'équipe et les objectifs de l'équipe, où est-ce qu'on s'en va en termes d'horizon sur 6 mois et un an. Et en fait, on a une portion qui est équipe design, les designers, et on a aussi l'autre portion qui est développeur. Mais votre objectif, c'est d'aller livrer des choses à un client ou c'est juste de développer pour l'instant les skills de l'équipe et c'est quelque chose qui reste en interne? Ça serait de livrer au client.
En faisant C'est du pour- sprint ouais. design. Oui, c'est ça, c'est pour livrer au client. OK. Il n'y a pas de, quoi pour moi, il n'y a pas de, tu sais, un sprint qui soit design ou qui soit, tu sais, souvent, on parle de, tu vas entendre parler de sprint zéro. Un sprint zéro, c'est un sprint. Il n'y a pas de sprint 4. Tu sais. Fait qu'un sprint design, c'est quelque chose où tu vas faire du design à l'intérieur de ton sprint. Ce qui va être important, ça va être dans la manière dont tu vas découper ton objectif. Tantôt, j'aimais bien l'analogie que Eric a pris en disant, il parlait de compétences, puis il se fixe des objectifs annuels, mais il regarde c'est quoi le premier petit pas pour se rendre vers l'objectif. Dans le fond, je dirais que c'est un peu la même chose là. Il faut que tu regardes c'est quoi ton objectif au final, puis c'est quoi tes premiers petits pas. Chacun de tes sprints, ça va être ces petits pas-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, puis voilà. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase que tu as dit? Par rapport au premier petit pas, ben, ton sprint design, ça va être à chaque fois, chacun de tes sprints devrait être tes petits pas que tu vas faire pour te rendre à ton objectif final. OK. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu puisses le fixer d'avance. Puis, tu sais, tu peux en fixer juste 3 des petits pas parce que quand tu fais du design, il y a peut-être des choses que tu vas découvrir en cours de route. Puis, c'est aussi pour ça que tu veux fonctionner en sprint. C'est pour pouvoir t'ajuster. Mais, tu sais, tu peux déjà te fixer. C'est quoi mon premier petit pas? À la rigueur, c'est quoi le deuxième, le troisième, si on est capable? Mais, tu sais, de regarder par rapport à ton objectif final, c'est quoi qui fait le plus de sens de travailler tout de suite? Il y a des liens qui ont été mis aussi dans le chat, là, je pense, pour compléter l'idée, la discussion. Oui, exact. Ah ouais, je vais regarder. Et sur ce lien, je pense que c'est en rapport avec un livre, justement, là, ce qui vient d'être mis en chat. Et c'est plus le sprint design, comme c'est expliqué ici dans le livre, c'est plus sur une itération d'1 semaine. C'est peut-être même autre chose encore, mais Okay. le sprint design dont je pense que ça, je vais voir si ça va parler de la même chose, parce que moi, quand j'entends sprint design ou design sprint, là, je ne sais pas comment tu le dis. Si design sprint, c'est comme une autre méthode qui n'est pas forcément de l'agilité, mais c'est à peu près le même esprit, esprit dans le sens que c'est une itération, tu veux pouvoir valider rapidement une hypothèse. Fait que le design sprint, il sert pour ça. Fait que rapidement, tu sketches une idée, tu vas vite le valider, qui n'est pas nécessairement, c'est plus un MVP que tu veux avoir sorti de là au bout du compte, là. Mais c'est pour livrer au client rapidement quoi, vraiment sketch, mais qui sort au moins les deux, c'est de simuler d'avoir un brainstorm. C'est ça que vous voulez avoir, le design sprint sert pour ça. C'est pas un sprint comme Lilou disait tantôt, un sprint zéro, ce que tu commences à sketcher tes premières idées. Ça, c'est vraiment de faire un crunch pour livrer un premier produit. OK, non. Ouais, c'est vraiment dans ce cas-ci le sprint design dont moi je parle et Lilo me répond sur ça avec le sprint zéro, là, ce qui va servir à alimenter les différentes fonctionnalités qu'on va avoir sur 6 et 1 an. 6 mois et 1 an. On est quand même choyés d'avoir une belle communauté de pratique aujourd'hui dans notre rencontre. C'est super, ça fait des beaux échanges. Là. Il reste quelques minutes à la rencontre, mais Cécile, tu avais la main levée. Ouais, moi j'étais curieuse. C'est vraiment de la curiosité. Eric, est-ce que tu as étudié en coaching ou pas du tout? Ou c'est quelque chose qui. La réponse est non. La réponse est non, je n'ai pas étudié en coaching. Ben, j'ai pas étudié en coaching. Ceci dit, je fais énormément de lectures sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être un jour. Non, parce que je trouve que tu as une vraie approche de coach. Ben, moi, c'est beaucoup. Ben, moi, tu sais, quand je disais tantôt les exercices d'introspection, tout ça, moi, c'est sûr que c'est mon approche, le coaching. Je suis quelqu'un qui est plus là, que j'aime aider les gens. Je pense que c'est là que je me situe, mais j'ai jamais eu joué un rôle formel ou même explorer l'idée d'être coach en tant que tel, mais clairement quelque chose qui pourrait m'intéresser dans le futur. C'est dans le monde des possibilités.
Ben, merci du compliment. Mais je vais le prendre comme un compliment. C'est Je clairement t'enverrai un partagé. feedback tantôt sur LinkedIn. Oui, s'il vous plaît, prenez le temps de m'envoyer du feedback, puis comme je vous ai dit, constructif. Non, surtout pas. Ça sert à rien le feedback. Là, vous démolissez toute ma conférence, là. Non, je niaise, non, bien sûr. Si c'est pas, il faut que ce soit constructif. Voilà. Mais merci beaucoup. Je tout dois le vous laisser. monde, pour les Merci Eric pour échanges. la conférence. Comme je te dis, je t'ai ajouté sur LinkedIn, puis je t'enverrai un petit feedback. Merci de t'être jeté à l'eau. Je regarde ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci d'être venu à cette belle soirée. Profitez un peu du soleil pendant qu'il y en a. Merci Salut. beaucoup. Merci. Merci pour les échanges. Merci Bonne beaucoup. soirée à tout le monde.